L'empreinte carbone sur France Info. Et il est temps de retrouver Frédéric Carbone du côté de Péchaudier dans le Tarn, entre Toulouse et Castres, où vous vous trouvez pour la 11e étape de l'empreinte carbone. Frédéric, on va parler protection des sols pendant la prochaine demi-heure. Absolument, artificialisation des sols qui est un des enjeux liés à là où on était tout à l'heure. Vous nous avez suivi, Armand Perologa en disait un mot, cette autoroute, future autoroute entre Toulouse et Castres, ça va passer par quelques centaines d'hectares, 300, 400 d'agriculteurs qui vont devenir du bitume pour le passage de l'autoroute, mais ça va bien au-delà, l'artificialisation des sols, pour ne parler que de ce département du Tarn, pas loin d'ici. Il y a aussi un projet de zone d'activité, un projet qui s'est déjà en partie concrétisé, les portes du Tarn, et ça concerne les grandes villes, les petites villes, et peut-être qu'il faut d'abord commencer là où nous sommes, à la maison des sols, d'une certaine manière, avec notre hôte Jacques Thomas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes écologue, vous présidez l'Association française de l'étude des sols. Peut-être commencer par préciser en quoi, oui, c'est important, parce que l'eau, on a bien conscience à quel point elle est vitale, encore plus ces dernières années. Le climat, bien entendu, on le subit, on le vit. Le sol, c'est peut-être différent, c'est là, mais pourquoi est-ce que ça nous est précieux? Je vais prendre une métaphore que vous connaissez infiniment mieux que moi. Dans l'équivalent d'une cuillère à soupe de sol, il y a plus de vie, plus d'êtres vivants que d'humains sur la Terre. C'est tout à fait ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sol, c'est l'endroit. Alors, on a tendance à croire que c'est juste une surface, alors que c'est un espace en 3 dimensions, avec une profondeur. En moyenne, c'est 1 mètre de profondeur. Et c'est même un espace qui bouge avec le temps. Le sol, sur notre planète, s'est créé depuis que il y a 500 millions d'années, à peu près, les êtres vivants ont commencé à coloniser la planète. Et il y a eu une coévolution entre les êtres vivants et ce sol, au départ minéral. Si nous sommes là, c'est grâce à ce qui vit dans le sol. Le sol, c'est la vie c'est le sol. Et par exemple, là, alors on a installé, c'est pas mal, parce qu'on a eu assez chaud le long de l'autoroute, de la future autoroute, sous la tonnelle de votre maison et de votre association. Là, ce sol-là, ce jardin, il y a combien d'espèces là-dedans? Dans 1 gramme de sol, on dit qu'il y a plusieurs milliards de microbes, de micro-organismes. Donc plus en fait que d'habitants sur Terre, d'humains sur Terre. Tout simplement parce que c'est dans le sol que se concentrent à peu près 25% des espèces terrestres, et 25% des espèces terrestres se trouvent exclusivement dans le sol. Et ces espèces-là ont une fonction énorme qui nous sert, c'est de recycler la matière organique qui a été créée grâce à la photosynthèse en surface du sol. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi on balaye les feuilles en ville, sur les trottoirs, sur les espaces bétonnés, c'est tout simplement parce que, n'ayant pas de microbes pour dégrader ces matières organiques, les matières organiques qui tombent au sol vont s'accumuler. Alors que sur un pré, dans une culture en forêt, les matières organiques vont être recyclées. Et l'un des rôles majeurs des sols, c'est justement de participer à ce recyclage des matières et aussi de l'eau. L'eau passe dans le sol et c'est un des endroits les plus importants pour réguler l'eau, les flux d'eau à la surface de la Terre. Alors à côté de ce studio installé sous votre tonnelle, il y a votre voisin, d'une certaine manière, pas loin d'ici en tout cas, Nicolas Sestrière, bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur. Le village de Péchaudier, c'est ça, qui est juste ici, chercheur du réseau sol, réseau en 2 mots, l'eau, bien entendu, à quel point elle est précieuse. Pour un agriculteur, le sol, la terre, qu'est-ce que ça représente? Un agriculteur est très attaché à sa terre. Moi, je suis né ici, mon père était déjà agriculteur. J'ai grandi, j'ai vu toute mon enfance en cette terre, là, cultiver, donner de la nourriture. Chaque année, le cycle recommence. Et donc, moi, je prends la suite et je suis très heureux de pouvoir perpétuer en fait le système et de le faire évoluer en fait aux nouveaux enjeux de la société. Et de le garder vivant. Une terre, au premier regard, contrairement à nous, vous voyez sa qualité? On voit beaucoup de choses, au niveau de sa couleur, au niveau de sa structure, au niveau si elle est couverte, pas couverte, une culture, comment elle pousse dessus. On voit beaucoup de choses, au premier regard. On voit, alors excusez-moi la naïveté, mais j'ai cru comprendre que la saison était assez sèche ici, que l'été allait pas être très simple. C'est très vert néanmoins. C'est l'époque facile là. C'est l'époque où tout pousse.
Voilà. Et il y a la bonne température, il y a eu quand même de l'humidité. C'est l'époque facile, ouais. Mais ça durera pas. Ça durera pas. On sait pas, ça, on sait pas du tout. Pas forcément. On va examiner avec vous, avec un représentant également de France Nature Environnement, maintenant qu'on a compris en quoi il était absolument précieux, vital, ces sols, ces terres. On va examiner une loi qui a été votée récemment, qui va s'appliquer, qui garantit, en théorie en tout cas, que l'artificialisation des sols sera beaucoup plus difficile à mettre en place. Ça pose beaucoup de questions. Les élus locaux, on le verra, ici sont pas tous d'accord, loin de là. Et dans 2 minutes, on se retrouve ici dans cette campagne tarnaise absolument magnifique, petit coin de paradis. France Info. L'empreinte carbone. Et nous retrouvons Frédéric Carbone pour la suite de cette empreinte carbone. Et vous avez bien retenu, Benjamin, dans une cuillère à soupe de sol, il y a plus d'êtres vivants que d'êtres humains sur l'ensemble de la Terre. On a compris à quel point il était important de protéger, une réalité, important de protéger les sols. Et ça, c'est l'objectif d'une loi baptisée anti-artificialisation nette, qui a été votée très récemment. Avant de voir l'avis de ceux qui sont directement impactés, peut-être Monsieur Lavial, vous qui êtes le représentant de France Nature Environnement dans cette région Midi-Pyrénées, quand on parle artificialisation nette, c'est quoi le net là-dedans? C'est-à-dire que certains sols peuvent être touchés, d'autres pas, ou est-ce que c'est tous les sols qu'il faut protéger? Bonjour. Effectivement, la notion de net est importante. Il y a zéro artificialisation nette et qu'on oppose à zéro artificialisation brute. Alors, zéro artificialisation nette, ça veut dire que effectivement, en 2050, on ne pourra plus artificialiser de nouveaux espaces, notamment, bien sûr, les espaces naturels, agricoles et forestiers. Et on devra, j'allais dire, entre guillemets, se contenter éventuellement de renaturation ou de reconstruire sur la ville pour respecter ce principe du ZAN. On a bien compris, le ZAN, voilà un acronyme qui fait penser peut-être à un autre acronyme qui cause beaucoup d'interrogations, ZFE, zone à faible émission. Et d'ailleurs, pour les élus locaux que vous avez rencontrés, Victoria Coussa, dans cette région autour de Toulouse, oui, il y a les mêmes interrogations justement que sur la ZFE. Comment va-t-on faire? On va avoir les mains un peu liées d'une certaine manière. Oui, comme devant cette grande friche au milieu de son village de Mondouzil de 219 habitants, le maire Robert Médina est plein de regrets. Donc là, vous avez l'église qui est à 100 mètres, près de la mairie et de la salle des fêtes. Tout ça a été prévu pour accepter ce cœur de village sur lequel nous devions avoir 70 maisons environ. Oui, mais voilà, ce terrain a été classé espace naturel, agricole et forestier, interdit donc d'y couler du béton après le vote de la loi climat et résilience qui prévoit de construire 2 fois moins que la dernière décennie avant d'atteindre cet objectif de zéro artificialisation nette. Pour Robert Médina, ce texte n'est pas adapté. Sur une commune rurale comme la nôtre, cette loi n'a pas lieu d'être. C'est une commune de 410 hectares et il y a peut-être 10 hectares qui sont construits. On a des bois, on a des forêts. Il peut y avoir une construction au moins autour de l'église. Je veux dire, c'est la moindre des choses. Même incompréhension dans les grandes villes comme Toulouse, à quelques kilomètres. La capitale d'Occitanie accueille de plus en plus de monde chaque année, mais cette loi, qui est en train d'être assouplie d'ailleurs au Parlement, freine son extension et cela risque, d'après le maire de droite, ancien Les Républicains Jean-Luc Moudinque, d'empêcher la construction et donc d'aggraver la crise du logement. Il faut faire attention qu'à un moment, l'écologie et la vertu qu'elle porte ne viennent pas percuter le social. Le risque, c'est que si on diminue encore davantage la production de logement, mécaniquement, la production de logement social va régresser, alors qu'elle est déjà insuffisante. Et à ce moment-là, on met davantage de personnes à la rue. D'autres voient le verre à moitié plein, comme la maire socialiste de Colomiers aux portes de Toulouse, également vice-présidente de la métropole en charge de l'habitat, Karine Traval-Michelet. Ça nous impose de réfléchir autrement le développement de la ville et qu'on arrête l'étalement urbain qui vient affecter tous ces espaces naturels, agricoles, forestiers dont on a besoin. Et pour limiter l'étalement urbain, on peut recycler les terrains déjà construits, comme à Colomiers, quartier des Fenaisons, ou à Toulouse, où l'un des leaders du BTP Vinci s'est lancé il y a 2 ans dans la construction de 550 logements, tous installés à la place d'une ancienne usine de composants électroniques. Est-ce que vous appeliez renaturation, exactement ça, Éric Lavial. Oui. Cette loi dont on a bien compris à quel point 2050 pour ces élus c'était demain, qu'ils se sentaient un peu face à un mur, est-ce que c'est la bonne façon de protéger les sols? Alors, il faut comprendre les élus. C'est vrai que c'est
bien plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Ça, c'est clair. Mais à ton choix. Moi, je voudrais quand même... Qui a 30 ans parce que zone d'activité dans les périphéries. Oui, des alors villes, parce que tout ça, parce que le paysage urbain qui a gagné. Il y a beaucoup de projets, notamment l'autoroute. Vous en avez parlé là il y a quelques minutes. Le projet d'autoroute, il remonte à il y a 30 ans, 35 ans. Donc oui, les choses ont changé et on est bien dans l'urgence. Aujourd'hui, 6 des 9 planètes, des 9 limites planétaires, ont été atteintes, dont celle des sols. Donc là encore, vous pouvez le vérifier. Et donc là maintenant, on est dans un état d'urgence. Il faut absolument agir. Et la loi ZAN, la loi climat et résilience, qui a été votée en 2021, est l'exemple de ce qu'il faut faire. En tout cas, ça va dans le bon sens. Jacques Thomas, limite planétaire des sols, ça veut dire quoi? Traduction, docteur. Ça veut dire aujourd'hui que on s'est trompé depuis 300 ans. Merci. On a été trompé par René Descartes, en tout cas la manière dont on a interprété ces propos de philosophes qui disaient qu'il fallait être maître et possesseur de la nature. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade tel que les fonctions et les services apportés par les sols arrivent à un point on est au bout de la falaise en fait. Et ce qui permet d'équilibrer le climat, nous apporter 98% de notre ressource en alimentation, les sols. Ce qui nous permet d'avoir de l'eau filtrée, propre, ce qui permet d'atténuer les effets du changement climatique, les sols, c'est en train de disparaître. Et aujourd'hui, il y a à peu près tous les jours 200 hectares au niveau national qui disparaissent, 22 mètres carrés par seconde. Chacun a son petit projet, chacun a raison de défendre son petit projet. Mais tout cumulé, on arrive dans le mur. Et en fait, il y a des choses qui sont pas négociables aujourd'hui. C'est négocier avec la biodiversité, ça ne peut pas se faire. Négocier avec les sols, ça peut pas se faire, ni avec le climat. Éric Lavielle. Non, je voulais juste rajouter un département, comme les Yvelines, tous les 10 ans. Voilà, c'est la surface qui est artificialisée depuis entre 2009 et 2018. Alors, je vais revenir terre à terre, mais on était bien dans le concret sur terre. Nicolas Sestrière, vous, est-ce qu'au moins vous vous dites que avec ce genre de loi, que votre terrain, il est protégé d'une certaine manière? Qu'au moins il n'y aura pas de bâti dessus, parce qu'on le sait, dans des villages, les zones agricoles qui deviennent constructibles, ça a été aussi une réalité. Mais déjà, on pensait que ce projet là d'autoroute qui est juste à côté n'aboutirait pas, en fait. Voilà, ça fait 20 ans que j'en entends parler, moi j'ai 40 ans, donc on pensait que ça allait bien se passer, qu'on n'aurait pas ça à côté de chez nous. Et en fin de compte, on voit bien que ça arrive, et on envisage aussi l'aménagement du territoire qui va être fait autour, en fait, pour accueillir peut-être de la population dans tous les petits villages qui sont à bord de l'autoroute. Et là, on a une autre route qui est en construction pour Déville-Revel, qui est pas loin du tout. Donc c'est vrai que ça fait vachement réfléchir. On se pose beaucoup de questions, nous agriculteurs, sur l'avenir en fait de nos terres. Votre exploitation, elle va être touchée d'une manière ou d'une autre si l'autoroute, elle sera à quoi, plusieurs centaines de mètres? Elle est à 2-3 kilomètres quoi. Donc vous, elle impacte pas du tout. Non. Elle en impactera d'autres, Jacques Thomas, Oui, je crois qu'il y a 300 je connais pas bien le dossier, mais il y a 400 hectares de terres agricoles qui sont impactés. Mais c'est plus que l'emprise de l'autoroute. Ce qui est impacté aussi, c'est un outil économique de plusieurs agriculteurs qui vont se faire amputer de 10, 20 ou 50 ou 40 hectares. Une partie de l'exploitation. Et donc l'exploitation qui n'était pas forcément tout à fait à l'équilibre pour être complètement déséquilibrée. C'est bien plus grave que de retirer 400 hectares. Et ensuite, 400 hectares, c'est pas avec quelques mesures de compensation qu'on peut restaurer les fonctions qui sont perdues. J'ai entendu, je crois, le directeur de la concession dire on va couper 200 arbres et on va remplacer avec 400 arbres. C'est d'une stupidité monumentale. Je suis désolé de vous le dire, parce que s'il fallait compenser, c'est rien que les atténuations climatiques qui seraient nécessaires pour contrer les effets de l'autoroute, parce que vous allez avoir un ruban tout noir qui va capter l'énergie et réchauffer ce territoire-ci et amener des perturbations sur les équilibres, ne serait-ce que de l'eau. Dans ce territoire qui manque déjà d'eau généralement en été. Oui. Et si vous voulez le compenser, il faudrait créer 400 hectares au moins de forêts. Donc, mais des forêts sur des friches.
sur des friches industrielles, sur des terrains qui aujourd'hui n'assurent pas une fonction et pas en remplacement d'une fonction qui existe déjà. Donc renaturation, pas n'importe comment. De quelque chose qui est dégradé. De quelque chose qui est dégradé. On va essayer de se demander... c'est 400 000 plants d'arbres qu'il faudrait mettre. C'est pas 400. Ça fait beaucoup. Donc c'est ridicule. France Info. L'empreinte carbone. Toujours dans ce sud du département du Tarn, à quelques centaines de mètres, là où passera dans quelques années, peut-être, sans doute, en tout cas, c'est désormais un projet lancé, cette autoroute entre Toulouse et Castres. Et vous qui aimez, Benjamin Fontaine, les images qui frappent, comprendre à quel point l'enjeu de l'artificialisation des sols est essentiel. Là, c'est Monsieur Lavial de France Nature Environnement qui nous disait tous les 10 ans, en France, c'était l'équivalent d'un département comme les Yvelines, dont les sols étaient artificialisés. Tous nos interlocuteurs ici comprennent bien les difficultés pour les maires, mais en même temps, d'une certaine manière, il faut faire avec cette réalité. Il y a cette loi qui va s'appliquer en 2050, et puis il y a ce que chacun peut faire. Par exemple, l'agriculteur que vous êtes, Nicolas Sestrière, protéger le sol, protéger votre terre, ça veut dire quoi? Ça passe par quoi? Un sol protégé, c'est un sol couvert. La nature a horreur du vide. Depuis des millions d'années, ça s'est équilibré en couvrant, en végétalisant. Et nous, c'est vrai qu'on est arrivé, on a rasé, on a mis en place des villes, des autoroutes, des champs de culture, où on a perdu beaucoup de biodiversité et beaucoup de couverture végétale. Donc l'idée aujourd'hui, en fait, c'est de couvrir au maximum les sols, donc d'avoir des cultures. Voilà. Vous avez quoi, vous, comme culture, par exemple? Moi, je fais du maïs, du soja, du blé, différents types de blé, de l'orge de brasserie, uniquement à vocation alimentation humaine et en bio. Et vous avez évolué au fil des ans là-dessus, compte tenu de cet impératif-là? Ouais. Moi, j'ai été très sensibilisé en fait à tout ça, à la vie du sol, parce que pendant longtemps, on a cru en agriculture, bon, que le sol était un peu un substrat, avec des intrants, on nourrissait la plante. Aujourd'hui, en fait, on fait différemment. On nourrit le sol avec des couvertures végétales diversifiées, c'est-à-dire qu'on a une culture. Le jour où on récolte ou le lendemain, on vient semer en fait une interculture qui va durer 8 mois pendant que la parcelle est vide de culture de rente. Et donc ce sol va être couvert, ça va créer de la biomasse qui va accueillir beaucoup de biodiversité aérienne. Les racines vont coloniser le sol et aider l'eau à s'infiltrer en fait. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas le brutaliser, si je simplifie. Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est ça que c'est ça, c'est ça. Donc après, en bio, on n'a pas de chimie pour nous aider à gérer tout ça. Donc on a un petit travail du sol le plus léger possible pour détruire cette interculture pour pouvoir implanter notre culture de vente. Et ne jamais le laisser nu pour éviter les intempéries, que ce soit le gel parfois tardif ou la sécheresse telle qu'elle peut être. Cette végétation, en fait, l'été, ça va être la clim et l'hiver, ça va être la couverture. Voilà, tout simplement. Donc on va capter du carbone, on va végétaliser, verdir, tamponner les températures, on va avoir tout un tas de rôles en fait qu'on n'avait peut-être pas jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui sont super importants. Et j'aimerais rajouter qu'il y a aussi la solution de replanter des haies. Voilà, c'est des kilomètres qui pourraient être plantés. Moi, chaque année, j'en plante 2 kilomètres. On a des assos, enfin, tout fonctionne très très bien. On a des aides, ça peut être très très vite mis en place. Ce qu'on entend dans beaucoup d'endroits, effectivement, replanter des, bien entendu. Jacques Thomas, vous qui le connaissez parfaitement, ce sol-là, il est riche en plus autour d'ici. C'est un sol qui est riche. On est dans les terres du Lauragais et ce sont des terres très très riches, très fertiles et très fragiles en même temps. Quand on prend pas soin d'eux, ce sont les terres qui sont parmi les plus érosifs de France. Jusqu'à 21 tonnes par hectare et par an qui sont perdus et qui arrivent dans les ruisseaux, dans les rivières. Parce qu'on ne fait pas attention. Quand on fait pas comme Nicolas, on a des terres qui sont très très fragiles. Et encore plus quand la sécheresse est là, bien sûr, l'érosion éolienne ou hydrique, et c'est énorme parce que ces terres sont très très argileuses et on a beaucoup de coteaux en pente. La moyenne française, c'est 1,5 tonnes par hectare et par an, ce qui est déjà beaucoup. Ce qui est effectivement beaucoup. Je voudrais Éric Lavial, qu'on change de sujet, mais on est un peu dans le même parce qu'on parle beaucoup très naturellement du climat, de la sécheresse. On est dans un endroit où je crois que pour l'été prochain, déjà la question de choisir où ira l'eau, à qui elle sera distribuée parce qu'elle va manquer, force à choisir déjà entre la ville et la campagne presque. Bon, on n'en est pas encore là, mais on est vraiment en état d'urgence pour l'eau, ça c'est clair. Et effectivement, avec l'hiver et ce début de printemps qu'on vient de vivre, bon, alors mon voisin agriculteur disait qu'on avait eu, c'est encore vert et on a eu quelques pluies, mais
en tout cas largement insuffisante concernant les nappes phréatiques. Ça, c'est sûr. Et malheureusement, c'est trop tard. Puisque maintenant, choisir entre les centaines de milliers de Toulousains et leur eau potable ou grande ville pas loin ou oui. Ah, ça, moi, je peux en parler parce que je fais partie du bureau de la ZAD Blanc, association d'irrigants. Je vais à toutes les réunions qui sont à l'IEMN, en fait, l'Institut des eaux de la Montagne Noire, où on parle en fait du partage de l'eau. Donc, il faut savoir en fait que sur notre bassin versant, on envoie énormément d'eau dans le canal du Midi. Bien sûr. On connaît aujourd'hui l'utilité du canal du Midi pour la plaisance en fait et le tourisme. On a un gros réseau d'eau potable. C'est 240 000 personnes qui sont branchées sur le bassin versant. Donc on va aux portes de Toulouse et dans le nord du Tarn. Et l'eau d'irrigation en fait arrive en dernière catégorie. Et donc oui, effectivement, il a manqué 200 mm l'an dernier et les ressources ne sont pas pleines et on n'aura pas d'eau pour arroser cet été. Donc zéro. Vous le savez déjà. Imaginons que là, il fasse 200 mm, tout peut changer. Ouais, mais là, ouais. Ben, c'est effectivement extrêmement édifiant. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les trois, de nous avoir éclairés. C'était très précieux. Merci à toute l'équipe qui est avec moi aujourd'hui dans le Tarn et dans la région toulousaine. Samuel Aslanov, le rédacteur en chef, Victoria Coussard, reporter. Merci à vous. Et bien évidemment, les techniciens Frédéric Quéroux et Fabien Gosset. Benjamin Fontaine, on se retrouve un de ces quatre. On va pas tarder à la reprendre, la route, je vous le promets. France Info. L'empreinte carbone.